Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici partis pour la description des événements qui ont eu lieu lors du show All In, qui a eu lieu le 1er septembre 2018. Show sous-titré The Biggest Independent Wrestling Show Ever. Voilà comme je vous l'ai cité dans la vidéo précédente. J'ai cru pendant très longtemps que j'avais rattrapé ce show durant l'année 2019, alors qu'en fait non, je le confondais avec le premier show officiel de All Elite Wrestling, Double or Nothing, qui a eu lieu le 25 mai 2019. Du coup, j'ai découvert All In 2018 à l'occasion de ce projet de vidéo pour cette chaîne YouTube. Aux commentaires, on peut notamment signaler la présence de Excalibur et de Don Callis. Alors le troisième, ça commence bien parce que j'ai pas noté son nom. Je sais que c'est un gars qui est habitué. Je crois qu'il bosse à l'AeroH, donc Ring of Honor. Excalibur, c'est un commentateur qui va officier chez All Elite Wrestling par la suite. Donc c'est intéressant de le citer là. Et Don Callis, il va parfois officier en tant que commentateur, mais on va surtout le connaître et le découvrir. C'est un ancien catcheur, mais on va surtout le connaître et le découvrir en tant que manager et quelqu'un qui aura de l'importance dans les différents scénarios et storylines à la AEW. Donc, la version du spectacle que j'ai actuellement et qui me permet d'illustrer cette vidéo est celle qui est disponible sur Thriller TV+, là où j'ai mon abonnement AEW+. Et cette version du show, malheureusement, ne comprend pas les deux matchs de pré-show. Donc, les deux matchs, le premier, c'est un match par équipe où on voit s'affronter l'équipe de SCU contre les Briscoe Brothers. Donc, le SCU, c'est Frankie Kazarian et Scorpio Sky qui vont battre, du coup, Jay et Mark Briscoe. Puis, nous avons eu un Battle Royale qui a été gagné par Flip Gordon, lui donnant accès au match pour le titre mondial de la Ring of Honor contre Jay Lethal, ou Jay Lethal, comme vous voulez. Donc un match qui aura lieu plus tard dans la même soirée. Avec All In 2018, on est vraiment sur un show d'exhibition. Il s'agit vraiment pour des catcheurs majoritairement issus de compagnies indépendantes, d'ailleurs en fait tous, de prouver qu'ils sont capables d'organiser un show très ambitieux en termes de diffusion, tout en remplissant une vraie salle de spectacle de plusieurs milliers de personnes. Au-delà du gros kiff d'organiser un gros événement de catch, ce show et la manière dont il est produit s'adressent aux sponsors et aux investisseurs que Cody Rhodes et les Young Bucks veulent convaincre qu'ils ont la capacité de monter une nouvelle structure de catch professionnel aux États-Unis avec l'ambition d'organiser des shows hebdomadaires en diffusion de télé nationale et internationale. Et comme cela est écrit sur Wikipédia, le spectacle sera un succès et financier et critique. Et de fait, comme il s'agit d'un spectacle d'exhibition, cette présentation et cette description du show va un peu avoir l'air d'une lecture de fiche Wikipédia, agrémentée de quelques clips, avec bien sûr ma manière de m'exprimer, ma manière de faire des analyses et tout ça. Effectivement, à part certains matchs précis, il n'y a aucun enjeu ou scénario qui justifie ces rencontres. Alors, bien sûr, si vous êtes fan et un spectateur assidu de structures indépendantes, américaines et mexicaines, vous connaissez très bien les catcheurs de ce show. Vous savez que pour une grande partie d'entre eux, ce ne sont pas du tout la première fois qu'ils travaillent ensemble et qu'ils ont déjà eu différentes histoires, scénarios et storylines par le passé. Mais en vérité, dans un tel show comme All In 2018, il s'agit plutôt de petits bonbons pour vous, une connaissance supplémentaire de ces amitiés et rivalités qui vous permettent d'appréhender ces différents matchs avec une dimension supplémentaire. Mais pour un spectateur nouveau, comme ça aurait pu être le cas pour moi en 2018, et d'ailleurs, c'est la position que je vais essayer de prendre là dans cette analyse, ces matchs sont juste des rencontres d'exhibition avec un peu d'enjeu, et encore, pas tout à fait. Et je me permets d'insister sur le fait que pour moi, ce n'est pas du tout un problème, parce que je me suis mis à re-regarder du catch assidûment grâce à l'AEW. Effectivement, entre 2015 et 2017, la WWE m'avait complètement perdu. 3 heures de Raw et 2 heures de SmackDown, c'est beaucoup trop long pour moi dans le temps que je pouvais à l'époque accorder au catch chaque semaine en plus de mon travail et de mes autres loisirs. Et je pense que j'aurais clairement à l'époque dû m'intéresser à NXT, mais tant pis. Mais du coup, en reprenant le catch, avec la nouvelle aventure qu'était AEW, j'ai pu découvrir tout un univers, des athlètes et des manières de raconter des histoires et des rivalités influencées par ce petit je ne sais quoi qu'on appelle la scène indépendante, et qui m'a bien accroché. Et je revendique donc cette espèce d'opposition de cul entre deux chaises, de fans de catch à temps partiel.
Je ne suis pas un anti-WWE. Par contre, maintenant, je regarde la EW et dans la mesure du possible, les matchs japonais et mexicains recommandés par Sturi et Monsieur Hawkin. Et quand je le peux, je me suis mis à aller voir les matchs, les shows de l'APC au Studio Génie, à Nanterre, donc à côté de Paris. Mais du coup, je ne connais pas. J'apprends, je découvre, et à chaque nouveau show, je vous propose de vivre ou revivre ces aventures avec moi. Donc nous voici donc pour All In 2018. Concrètement, le premier match, donc post-pré-show, le premier match de All In 2018, c'est MJF, Maxwell Jacob Friedman, contre Matt Cross. Mais MJF, c'est son nom de scène. Donc, la première entrée, c'est MJF, âgé de 22 ans en 2018, 1m80, 93 kg. J'ai fait quand même 1m80, moi je le croyais plus petit, parce que les autres sont tous des géants autour, c'est drôle, bref. Actif depuis 2015, il s'agit de son 308e match. Donc on est quand même sur une moyenne de 2 matchs par semaine, c'est quand même un catcheur qui est très actif, mais où il est aussi encore considéré comme étant un rookie, car avec seulement 3 années d'expérience. À cette période, il est en contrat avec la MLW, la Major League Wrestling. Il continuera à participer à certains de leurs spectacles jusqu'en 2020, en plus de son contrat chez AEW, qu'il va rejoindre dès sa création. On peut noter qu'il a notamment été entraîné par Kurt Hawkins, qui est un nom qu'on a déjà pu entendre, notamment si on a suivi la WWE. MJF a ce qu'on appelle un style all-rounder, c'est-à-dire qu'il va piocher ses mouvements dans les différents styles développés, avec une petite majorité pour un petit peu de brawl et de technique, même s'il est tout à fait capable de faire ce qu'on appelle du high flying quand il le veut. Ça va dépendre aussi notamment des différents rôles qu'il va prendre. Quand il est plutôt sur des rôles de heal, donc là actuellement donc de méchant, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui, et il va moins faire de sauts spectaculaires, qui va plutôt se permettre de faire quand, et d'ailleurs ça colle assez bien, au rôle de gentil. Mais là, aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Donc, le rôle de méchant, c'est un rôle qui est plus facile à maîtriser lorsqu'on a peu d'expérience. On repère d'ailleurs immédiatement les petites mimiques. C'est un personnage arrogant qui va invectiver la foule et qui va se montrer très volubile en général dans le ring. Il a déjà les expressions et les gestes qu'il mettra de mieux en mieux en valeur en accumulant de l'expérience à la EW. On peut noter par contre ici qu'il a une manière de vendre qui est assez caricaturale, qu'il va avoir parfois à la EW, mais qui va tout de même essayer, dans la mesure du possible après, de réduire, de se montrer un peu plus naturel. Cette manière caricaturale, c'est ce petit côté d'en faire un peu trop dans la manière de vendre, à la The Rock, que personnellement, moi, j'aime pas beaucoup. Quitte à en faire trop, je préfère la manière un peu ragdoll que avait Dolph Ziggler ou aujourd'hui Brian Nemeth. Voilà, cette manière un peu, je me fais tomber, je m'éclate que je trouvais un peu cool, plutôt que ce côté, hop, j'en rajoute avec un effet physique qu'il fait ici et que le catcheur The Rock pouvait aussi avoir lorsqu'il le catchait encore. Donc, on peut notamment là marquer une première version du Armlock, qui va s'appeler ensuite le sel de la terre lorsqu'il sera à la EW. Là, cette version-là, je la trouve peu convaincante, puisque notamment, elle met la pression que sur l'articulation du coude et pas du tout sur l'épaule. Je trouve que c'est une bonne chose qu'il la modifie par la suite. Surtout qu'en plus, c'est une prise, c'est un mouvement qui, bon, à part si on est familier du MMA ou du Jiu-Jitsu, c'est une prise qui peut paraître peu impressionnante, donc heureusement en plus qu'il l'a un peu modifié. Le catcheur qu'il affronte dans ce match, c'est Matt Cross, âgé de 37 ans, 1m73 pour 83 kg, 20 ans d'expérience, il s'agit de son 909e match. Il est donc considéré comme étant un catcheur expérimenté, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de matchs de ce show, combiner un catcheur junior avec un catcheur expérimenté. Cela a 2 intérêts. Le premier, assez évident, le catcheur expérimenté peut diriger le match, rattraper la situation, s'il y a une petite erreur, il sait s'adapter, ce qu'on appelle être un général des rings. Le second intérêt, c'est l'audience. Les fans connaissent forcément le nom du catcheur expérimenté. On ne vend pas d'étiquettes sur des matchs avec des catcheurs au nom quasiment pas connus. Par contre, cela permet de mettre en lumière cette nouvelle génération de catcheurs. À cette période de sa carrière, donc Matt Cross, il est en contrat avec la Lucha Underground. On peut noter qu'il a notamment été entraîné par Booker T et Trish Stratus. Donc Matt Cross a ce qu'on appelle un style de high flyer, c'est ce que je vous citais un peu plus tôt sur les différences de comportement que peut avoir MJF en fonction de son rôle, de ce personnage. Et ben là, Matt Cross donc a un style de high flyer et il va jouer le rôle du gentil. Attention, je dis pas que tous les gentils sont forcément des high flyers, hein, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que en fonction des différents personnages que peut avoir un catcheur, et ben
souvent c'est la petite truc qui permet de se différencier, de modifier son comportement dans le ring, et ben c'est quand on passe de méchant à gentil, pour avoir un côté un peu plus héroïque, on rajoute des petits moves un peu high flyer. Bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est MJF, il a un rôle de méchant, de manière assez logique, du coup. Matt Cross, lui, a ce rôle de gentil, il est donc ce qu'on appelle un face. On peut du coup noter qu'il y a le double cliché, donc du coup des moves de super-héros, et aussi ce petit côté du gentil qui se laisse un peu avoir facilement, on peut même dire parfois un peu stupidement, par les filouteries du méchant. Mais ça passe, parce que comme j'ai dit dans la vidéo précédente, le public est bienveillant. Et en plus, les moves de Matt Cross sont bien maîtrisés, et j'ai même envie de dire extrêmement bien maîtrisés. En conclusion du match, eh bien, c'est Matt Cross qui va gagner avec son finisher, un shooting star press. C'est un match qui est plutôt disputé, et il a laissé MJF occuper la majorité de la mise en valeur. On se doute que l'idée c'est quand même de mettre en avant, dès le premier match, l'idée c'est de mettre en avant les nouvelles têtes. C'est un match qui va durer 10 minutes 07, qui est noté 5,54 sur Cage Match pour 133 votants. Mon impression globale sur le match, c'est qu'on a des mouvements que j'appellerais très indie, c'est-à-dire du bel athlétisme, mais dont la préparation est malgré tout assez visible et donc qui peut sembler peu fluide. Le côté préparé de certains spots est compensé par l'enthousiasme du public. Je me permettrai d'ajouter, est-ce que je vous recommande foncièrement la vision, de revoir ce match ? Pas vraiment. Je trouve qu'il apporte pas. Il est pas incroyable. Enfin, pour moi, c'est pas un match qui est ouf. L'intérêt, c'est éventuellement si vous êtes fan de MJF ou si vous voulez vous faire une rétrospective de sa carrière, et ben ça permet de le voir. Je pense dans l'une de ses premières vidéos devant un grand public et une bonne production vidéo avant qu'il intègre officiellement la EW. Donc on sent, on verra dans les suites de nos analyses, et ben la progression de son personnage et de son attitude in-ring. Second match, le deuxième match est un match que moi j'étais très content de voir pour les deux catcheurs entre guillemets qui sont dedans. C'est donc un match qui va opposer Christopher Daniels et Stephen Amell. Stephen Amell, que vous connaissez peut-être parce il a été l'acteur principal d'une série qui a duré, je crois, quand même 7 ou 8 saisons, qui était Green Arrow. J'avais adoré la première saison, la deuxième saison un peu moins, et puis j'ai trouvé ça partait un peu dans le trop kitsch, le trop grand guignol sur les saisons d'après. Mais si vous avez suivi la WWE entre 2016, 2017, 2018, eh bien vous avez pu rencontrer Stephen Amell dans une petite confrontation très très courte qu'il a eue avec Cody Rhodes. Il se trouve que les gars, je ne sais plus à quelle occasion, se connaissent et sont amis, et il se trouve que Stephen Amell a un certain intérêt pour le catch. Moi je suis dans l'équipe de ceux où il faut dire si on est une personnalité du cinéma, de la musique ou ce que tu veux, qui apprécie le catch et qui a une opportunité de bien montrer, de bien faire les choses dans le ring, eh bien, je trouve ça cool. Dépendamment si ça prend pas le spot d'un autre catcheur qui a besoin de progresser. Par exemple, voir Snoop Dogg se jeter de la troisième corde, ça m'intéresse pas beaucoup. Voir un mec comme Stephen Amell faire des efforts in-ring, montrer qu'il s'est entraîné, montrer son amour du catch, etc. Je trouve ça cool, je pense qu'il faut pas le bâcher là-dessus. Tout comme il y avait eu il y a des années, je sais plus c'est Freddie Prinze Jr. Non. Alors je sais plus quel est cet acteur qui avait essayé de faire qui voulait montrer un petit peu son amour du catch et qui s'était fait bâcher stupidement, notamment par la scène indépendante, voilà, on aura l'occasion de en reparler plus tard. Là je m'égare. Donc Stephen Amell, oui, c'est un pote de Cody Rhodes, il est membre du Bullet Club. Âgé de 37 ans en 2018, 1m85, poids inconnu. Considéré actif depuis 2015, mais en fait il s'agit que de son 3e match. Donc comme je vous l'ai dit, il est surtout connu pour avoir interprété le rôle titre de Green Arrow entre 2012 et 2020. Apparemment, la série qu'il a fait après sur le catch, qui s'appelle Hill, elle est pas mal du tout, mais j'ai pas eu l'occasion de la regarder. Pas encore, je le ferai.
Sachant donc que son deuxième match était un an plus tôt, en 2017, lors d'un show de la ROH, la Ring of Honor. A priori, son premier match, il avait été à la WWE, encore soit janvier 2017, soit 2016 carrément. Donc, en 2017, à la ROH, il s'agissait d'un match en équipe où il accompagnait Cody Rhodes, Kenny Omega et les Young Bucks. Donc il était accompagné de 4 personnes. Et en face, il affrontait SCU, donc Sokal Uncensored, avec donc Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Frankie Kazarian et Scorpio Sky, ils ont gagné en pré-show contre les Briscoe Brothers, et là, ils réaffrontent aujourd'hui Christopher Daniels. Donc, ce sont 7 personnes qui sont dans ce match. Attendez, j'ai dit Cody, Kenny Omega et les Young Bucks. Donc là, ça fait 4. Et oui, c'est ça, 7. Pardon, je sais bien, oui, j'avais bien compté. Et ces 7 personnes, eh ben, c'est des athlètes qui savent très bien ce qu'ils font dans un ring. Hein. Ce sont tous des athlètes qui sont particulièrement expérimentés. Donc même si Stephen Amell avait quelques moves un peu cool, eh ben, il n'a pas vraiment enduré un vrai match. Et pourtant, on y repérait déjà un petit défaut chez lui qu'on va aussi retrouver dans notre match d'aujourd'hui, c'est qu'il manque clairement d'endurance. Forcément, quand on est aussi peu expérimenté que Stephen Amell, eh ben, on n'a pas de style déterminé, surtout que il a un physique qui lui permettrait quasiment de prendre n'importe quel rôle. Donc, et on va surtout constater qu'il a quelques prises qu'il maîtrise assez bien, et puis il fait en sorte de pouvoir les sortir quand il faut, au bon moment. Il va jouer le rôle du face, forcément il est face à Christopher Daniels, peut-être que c'est un personnage que vous connaissez ou pas, mais en tout cas c'est un heel extrêmement réputé de la scène indépendante. Donc tout ça pour dire que ce match pourrait en fait être un gros fiasco, mais l'athlétisme de Stephen Amell fonctionne assez bien dans le ring, et son expérience de comédien va compenser son inexpérience de catcheur. Parce qu'il va savoir exprimer par son visage, par ses gestes, ce que d'ailleurs on peut voir chez certains, il va vendre assez bien ce qui se passe dans le ring. Donc, j'ai envie notamment de saluer un mouvement que j'aime beaucoup, qui est le coast to coast, et je trouve que Stephen Amell le fait assez bien. C'est un mouvement qui a particulièrement été popularisé par Shane McMahon. Shane McMahon, qui est, petite parenthèse, qui est souvent considéré comme étant un catcheur de piètre qualité. Moi, je pense que c'est un peu drôle de d'en parler avec Stephen Amell, parce que c'est aussi le défaut de Shane McMahon, c'est que c'est un gars qui manque de cardio, qui manque d'endurance in-ring, qui a pourtant parfois fait des matchs très très longs. Est-ce que en fait le gros défaut de Shane McMahon, ce serait pas tout simplement d'être membre de la famille de McMahon? Bon bref, j'ai envie d'ajouter un petit truc, et parce que ça nous permettra d'en reparler par la suite, parce que c'est un point qui est un peu particulier sur le catch, c'est que petite anecdote, donc sachez que le finisher, le back triangle, qui est utilisé donc par Shane McMahon, il n'a pas toujours eu ce finisher, avant il avait un front triangle, mais par la suite il l'a fait évoluer sur un back triangle. Ce mouvement est tout à fait légitime, et en fait pour le verrouiller là sur cette image, en fait il lui suffirait de tenir le bras gauche de son adversaire avec la main droite, ou même carrément sous son coude, enfin sous son épaule, dans l'intérieur de son épaule, comme ça, et de tirer sa cheville avec sa main gauche. Donc avec sa main gauche, la chaîne, il vient attraper sa cheville gauche et il la tire, comme ça. Ça ferait perdre son adversaire, ça ferait perdre connaissance à son adversaire en l'espace de quelques secondes, et ça pourrait même entraîner la mort en moins d'1 minute. En fait, la pression sur les carotides et la boîte crânienne serait extrêmement importante. Alors après, vous me direz, la légitimité réelle d'un move au catch, c'est pas un argument pour définir si un catcheur est bon ou non. Mais c'était pas l'objet de la déclaration. En fait, l'objet de la déclaration, c'est de vous dire que, justement, ça, ces questions de move légitime ou pas, ça a toujours été une question de débat. Et je vous promets que nous aurons l'occasion de parler et de commenter la qualité de certains catcheurs et de leurs moves les jours où nous aborderons les sujets de CM Punk et de Adam Cole. Je vous fais du teasing pour dans plusieurs saisons 2 saisons, 3 saisons de All Elite Wrestling. Petit donc commentaire, la limite évidente de Stephen Amell, c'est son endurance. On voit qu'il fatigue très très vite.
On sait, et c'est vraiment dommage, hein, par contre, parce que je trouve que ça limite clairement le match, qui va donc beaucoup reposer sur l'expérience de son adversaire. Alors, l'expérience de son adversaire, en même temps, c'est difficile de faire plus, puisqu'il affronte Christopher Daniels, enfin, qu'on peut dire plutôt même que c'est son partenaire hein, dans le match, à ce niveau-là. Donc, Christopher Daniels, c'est le membre leader de SCU. Est-ce qu'il est leader? Je sais pas trop, je connais pas assez bien le clan pour pouvoir dire qu'il est leader. En tout cas, c'est donc les membres de SCU. Il a 48 ans en 2018, donc c'est quand même un âge assez âgé, on peut considérer pour un catcheur. Il fait 1m80, il pèse 95 kg, il a 25 années d'expérience, c'est son 1599e match, donc à cette époque-là. C'est un vrai général des rings. Il parle tout le long du match à Stephen Amell. Alors, c'est un peu sympa de le voir. On aimerait. Moi, je trouve ça un peu cool souvent quand tu dis ah j'ai l'impression de voir un truc que je suis pas supposé voir. Mais effectivement, on est en train de voir un truc qu'on n'est pas supposé voir. Du coup, on aimerait aussi une meilleure gestion des caméras au niveau de la régie. Mais bon c'est une question d'expérience de la part des producteurs et des équipes techniques. En tant qu'événement de cette envergure, All In 2018 était vraiment une première. Donc voilà, on l'accepte. Surtout que là, on est vraiment sur une situation où Stephen Amell, c'est son 3e match, hein, je le rappelle. Voilà. Donc, Christopher Daniels, il est considéré un all-rounder, avec une préférence pour certains moves de style Hellfire et des prises dites techniques. Et pourtant, comme je vous ai dit, c'est un heel, c'est un méchant. C'est un rôle qu'il a tenu sur une grande partie de sa carrière, si ce n'est toute sa carrière. Et bon voilà, ça pose pas de problème le fait qu'il soit un petit peu high-flyer. Comme j'ai dit plus tôt, les high-flyers, ils sont pas forcément les héros. En commentaire, j'ai envie de noter le piège de la table extrêmement bien timé, extrêmement bien mesuré de la part de Christopher Daniels. C'est ce timing précis qui rend ce genre de mouvement crédible ou complètement artificiel et qui vont faire que des spots impressionnants vont marquer l'histoire ou ne pas marquer l'histoire, pour les bonnes ou les mauvaises raisons en fait. On aura l'occasion d'en reparler lors d'un fameux move qui a été beaucoup remontré sur les réseaux sociaux pour montrer un peu la débilité de certains catcheurs. Malheureusement, je l'ai mis entre guillemets. Je pense pas que Darby Allin et Matt Jackson soient des catcheurs débiles, mais par contre, ils se sont sur un mouvement qui aurait pu être mémorable lors du dernier match de Sting. Ils se sont foirés sur leur timing. C'est quelque chose que nous aurons l'occasion de voir beaucoup plus tard. Condition de fin du match, victoire logique de Christopher Daniels avec un best moonsault ever. En l'occurrence, de toute façon, il n'y a pas de momentum ou d'engouement à construire pour Stephen Amell. Il est vraiment là pour se faire un kiff. Peut-être... En fait, j'ai l'impression que le gars, à chaque fois qu'il fait un match, t'as l'impression qu'à la fin, il est tellement rincé qu'il se dit « Ah putain, c'est vrai, quoi. J'avais oublié que c'était épuisant à ce point-là. » Oh, vous êtes pas prêts de me revoir dans un ring, les gars. Hein. Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage, parce que je suis sûr que c'est un mec... on sent qu'il se donne du mal, on sent qu'il a envie de bien faire. J'aurais envie d'en voir plus de sa part. Mais c'est assez peu probable, hein, parce que... voilà, chaque match qu'il fait, ça a l'air vraiment de le rincer, de mettre à l'épreuve son endurance. Il en peut plus, quoi, le gars. Donc, c'est un match qui aura duré 11 minutes 45, qui est noté 5.55 sur Catmatch avec 131 votants. Pour le coup, moi, c'est un match que j'aurais davantage tendance à vous reconseiller de revoir, parce que déjà, je trouve c'est cool de voir un gars qui fait des efforts, comme Stephen Amell, dans le ring. C'est un petit peu cool de voir notamment ce côté général du ring de Christopher Daniels. Christopher Daniels, en plus, là, il est quand même, malgré tout, un peu sur sa fin de carrière. Je vous spoil le début d'AEW, mais il va subir une blessure très rapidement, et ce qui fait qu'il va en plus le tenir un peu éloigné des rings. Et je ne me rends pas compte si en plus, comme c'est une blessure à la tête qu'il va subir, si elle a artificiellement en plus achevé, mis à la retraite sa carrière in-ring. Aujourd'hui, il est plus catcheur in-ring, il est membre de AEW dans les équipes de production, d'entraînement et tout ça. Et il a aussi un rôle devant la caméra, mais il ne catch plus officiellement. Donc on est vraiment déjà en 2018 sur ce qui va être ces dernières années de catch officiel. Donc rien que pour ça, c'est un peu cool de voir ce match. J'essaye de faire des vidéos de présentation qui soient digestes et courtes, donc on va s'arrêter là, et puis très rapidement, on continue les analyses avec les matchs suivants.
Je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.